pourra ouvrir cette journée en vous parlant d'un petit exemple en fait, de protocole de recherche qui nous a permis d'augmenter le pool d'accompagnement disponible en réhab. Donc c'est Ariane qui va vous présenter ce protocole qu'elle avait créé dans le cadre de sa thèse et pour répondre à la demande des usagers en réhab. Moi, je vais juste ouvrir rapidement avec des généralités donc sur la recherche en réhab. J'ai réutilisé les infos en fait que j'avais pu récupérer en proposant via Internet un questionnaire destiné aux acteurs de la réhab en France, puisqu'on est maintenant 30 centres inclus dans la réhabase. La réhabase, c'est la base de données qui permet de colliger toutes les informations cliniques des usagers qui sont admis dans les centres référents. Et donc, plus de 7200 usagers inclus au cours de la dernière extraction en février 2025, donc encore plus à l'heure actuelle. Et ça permet d'avoir un pool de données suffisamment gros pour pouvoir faire des statistiques sur ces informations qui sont souvent subjectives. On ne traite pas que du traitement médicamenteux en santé mentale, en réhab, donc il y a besoin de beaucoup de monde. Et ces infos-là ont permis de publier jusqu'alors 14 articles qui sont indexés. Et même si vous êtes un peu dans le noir, je voulais simplement faire un petit sondage express. Qui dans la salle aurait déjà participé à un protocole de recherche? Oui, il y a quelques mains qui se lèvent. Merci. Et qui s'intéresse aux résultats des travaux de recherche pour imprégner sa pratique? Beaucoup de monde. Ça, c'est chouette. Ok. Merci beaucoup. Donc c'était un peu l'enjeu de ce questionnaire qui est resté en ligne 15 jours et pour lequel il y a eu 75 réponses, donc c'était très positif, je ne m'attendais pas du tout à cet effectif-là. Juste pour que vous cerniez un petit peu le public concerné, donc c'était des personnes qui travaillaient en réhab, la plupart du temps qui étaient assez nouvelles, parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis à peine un an. Les Hauts-de-France avaient été très participatifs et la Nouvelle-Aquitaine aussi. Et la première surprise, c'était que la moitié des répondants, en fait, travaillaient en centre de proximité. Donc c'est la façon dont est organisée la réhab sur le plan national. Les centres de proximité assurent particulièrement des missions d'évaluation, de soins, d'accompagnement. Puis les centres référents ont d'autres missions, donc missions réseau, formation et recherche. Donc ça voulait dire qu'on avait aussi des personnes qui n'étaient pas directement impactées par cette mission obligatoire, un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, et qui ont quand même répondu. La majorité d'entre eux étaient infirmiers, neuropsychos ou médecins, mais il y avait aussi beaucoup d'ergo, de psychos, de cadres de santé, donc variés en termes d'activité. Il y avait des pères aidants aussi qui ont répondu. Et ils se sentaient globalement concernés par la recherche. J'avais demandé s'ils participaient à la mission recherche de leur centre, donc pour le coup sans trop de surprise étant donné qu'il y avait des centres de proximité qui n'avaient pas cette mission, une quarantaine qui y participait, une trentaine qui n'y participait pas. Seulement ce qui commençait à être intéressant, c'est que un des critères pour lesquels les gens ne participaient pas, c'est ce qui était mis en avant souvent, c'était le manque de temps. Et effectivement, s'il n'y a pas un temps dédié à la recherche, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Tous ceux qui avaient répondu oui, expliquaient que c'était des missions de leur poste, ou au travers d'autres personnes de l'équipe, que c'était une nécessité en réhab et pour pouvoir améliorer les pratiques. Je leur avais demandé s'ils connaissaient les résultats des recherches qui étaient menées grâce à cette réhabase, qui sont destinés à tout le monde, ces résultats, pour nous guider un peu. Donc moins de la moitié les connaissaient, et le même chiffre pour les articles qui avaient été publiés, et en open access d'ailleurs, pas forcément connus des gens. Donc je vous ai mis quelques exemples là, si ça vous intéresse, ils sont recensés sur le site du Centre Ressources de Lyon, donc facilement accessibles, ils traitent de sujets très variés, puisqu'on a beaucoup de données cliniques qui sont saisies dans la réhabase. On va parler d'estime de soi, il y en avait un qui traitait de ça, de la mixité, des caractéristiques des bilans, de certains traitements comme la clozapine, donc je vous invite à y jeter un œil. Et quand même, l'idée, c'était d'arriver sur à quoi ça nous sert concrètement la recherche. Donc je leur demandais si pour eux, il y avait des implications cliniques directes de la réhabase. Heureusement, la majorité répond oui, puisque c'est quand même l'objectif. Et par contre, très largement, les gens souhaitaient être mieux informés des retombées de ces recherches. Et effectivement, c'est peut-être un écueil. Et une fois qu'on a terminé un travail, ça continue le travail puisqu'il faut le transmettre. Et c'est très important pour les acteurs engagés dans les accompagnements, pour le grand public, pour pouvoir aussi échanger entre nous sur les bonnes pratiques.
Et du coup, j'ai essayé de voir si ceux qui avaient participé à certains programmes de recherche, donc qui sont listés là, hein, il y en avait quand même quelques-uns, avaient eux-mêmes été informés des conclusions de ce propre programme auquel ils avaient participé, et la moitié n'y avait pas eu accès. Donc on a vraiment eu un effort à faire de ce côté-là. Donc voilà, ils sont tous, par contre, quasiment tous intéressés par la connaissance de ces résultats, donc c'est très très important. Et la dernière question de cette enquête, c'était la plus importante peut-être. Comment vous pensez que les équipes de réhab pourraient encore mieux s'engager en recherche pour faire avancer les pratiques? Et là, il y a eu plein de réponses variées, motivantes, qui commençaient bien sûr par flécher un temps dédié, parce qu'on a vu que c'était le problème qu'ils avaient identifié, mais aussi voilà, prendre la thématique dans l'autre sens, partir en fait d'une question de recherche plutôt que d'imposer un protocole sans que forcément les gens aient compris vers quoi on souhaite aller au bout du bout, s'impliquer dans ce qui existe déjà, qui peut correspondre aux pratiques de certaines équipes, faciliter des collaborations avec des professionnels en dehors du champ du soin. Donc c'est plein d'idées qui étaient intéressantes. Un système de tutorat à mettre en place a été également plusieurs fois relevé. Mobiliser les universitaires dans les centres de réhab, ce qui n'est pas forcément le cas partout, et organiser des temps de partage avec le grand public pour avoir aussi un feedback à ce sujet-là, voire développer la méthode des systèmes apprenants, ce qui serait quasiment le cas avec Open Clinica, donc s'inspirer des résultats pour modifier nos pratiques. Voilà, donc avant de passer la parole à Ariane pour qu'elle vous donne un exemple, globalement on était content de retrouver des équipes motivées qui soulignaient vraiment la nécessité d'échange et de communication entre nous pour pouvoir diffuser ces résultats et être valorisés quand ils ont participé à ces programmes de recherche. Donc bonjour à tous, je vais donc vous présenter mon travail de thèse intitulé « Intérêt de la pratique de l'hypnose en groupe en réhabilitation psychosociale pour augmenter l'estime de soi ». Présentation de l'étude HES-RPS et rapport des premières observations cliniques. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d'un cinquième de la population, soit 13 millions de personnes en France. En France, 3 millions de personnes présentent un trouble psychique sévère et seulement 13,5% d'entre elles, soit 405 000 personnes, atteignent le rétablissement. Nous savons qu'une mauvaise estime de soi est un facteur entravant le rétablissement, l'estime de soi pouvant être définie comme la valeur que l'individu s'accorde à lui-même et qui s'exprime dans les attitudes qu'il a à l'égard de lui-même. L'amélioration de l'estime de soi fait partie des demandes les plus courantes de la part des usagers consultant dans un centre de réhabilitation psychosociale et il s'agit de la demande la plus fréquente relevée sur le site de Limoges. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Émilie, il y a une étude récente réalisée à partir de la cohorte Réhabase qui a démontré le rôle central de l'estime de soi dans la qualité de vie des personnes avec un handicap psychique accompagnées en réhabilitation psychosociale. Et donc ces différents résultats sont en faveur du développement de programmes d'accompagnement thérapeutique ciblant spécifiquement l'estime de soi. En pratique courante, nous savons que l'hypnose est utilisée pour augmenter l'estime de soi. L'hypnothérapie peut être définie comme un art de l'usage de l'attention qui renforce l'efficacité thérapeutique naturelle de la relation humaine. Il s'agit d'un état de conscience incluant une focalisation de l'attention, une attention périphérique diminuée et une capacité accrue à répondre à une suggestion. L'auto-hypnose, quant à elle, correspond à l'auto-induction d'une transe hypnotique en vue de réaliser un objectif déterminé. Nous savons qu'en France, l'hypnothérapie est utilisée dans seulement 40% des CHU en psychiatrie. En comparaison, l'hypnoanalgésie qui est utilisée dans le cadre des douleurs chroniques est utilisée dans la totalité des CHU et l'hypnosédation qui est utilisée pendant les interventions chirurgicales dans les 2/3 des CHU. Nous pensons que le fait que l'hypnothérapie soit moins utilisée est probablement en lien avec les données limitées et les biais dans les études. D'où l'importance de pouvoir réaliser des études bien menées, pouvant peut-être à long terme prouver l'efficacité de l'hypnose dans la psychiatrie et la dictologie, ce qui n'est pas encore le cas. Par contre, en ce qui concerne les données de sécurité, elles sont rassurantes. Un rapport de l'INSERM publié en 2015 n'a pas retrouvé d'effets secondaires graves de l'hypnose dans la littérature.
À partir de ces différentes données, nous avons donc formulé l'hypothèse que la pratique de l'hypnose pouvait augmenter l'estime de soi des personnes en situation de handicap psychique accompagnées en réhabilitation psychosociale. Et nous avons donc créé ce protocole de recherche qui est donc une étude pilote, interventionnelle, thérapeutique, prospective et monocentrique. Le nombre de sujets nécessaires calculé est de 48 personnes, la durée de participation prévue de chaque participant de 9 semaines et la durée prévue totale de la recherche de 14 mois. L'objectif principal est donc d'évaluer l'évolution de l'estime de soi avec une échelle qui se nomme la CERS, après un programme d'hypnothérapie de groupe chez des personnes en situation de handicap psychique accompagnées en réhabilitation psychosociale. Notre critère de jugement principal est donc la différence du score à cette échelle entre la mesure avant et après la réalisation de la psychothérapie de groupe. Donc la CERS que nous avons sélectionnée car il s'agit du modèle national utilisé par les centres de réhabilitation psychosociale en France. Un objectif secondaire, il nous a semblé intéressant d'évaluer la faisabilité d'une telle étude dans cette population et pour cela nous avons sélectionné 6 critères de jugement secondaire. Une grille de présence qui va permettre d'évaluer l'assiduité des participants et de recueillir le motif en cas d'absence ou d'interruption du programme. Une grille d'évaluation qui permet de relever la satisfaction des participants ainsi que leur suggestion d'amélioration. Un auto-questionnaire de recueil de l'expérience afin d'évaluer le vécu de chaque participant. Un auto-questionnaire de pratique de l'auto-hypnose afin d'évaluer l'investissement de la pratique de l'auto-hypnose et les modalités de pratique. La tolérance, elle, est évaluée à partir des effets indésirables déclarés par les participants et retrouvés dans leur dossier médical informatisé. Et enfin, les praticiens complètent un questionnaire de recueil de l'expérience à la fin de chaque séance d'hypnothérapie en groupe. Pour ce qui est de notre recherche, nous avons reçu l'avis favorable du CPP le 25 mars 2024 et nous avons pu débuter le protocole il y a à peu près un an, en septembre 2024. Et elle est composée la première semaine d'une visite d'inclusion, ce qui correspond à notre T0, puis de la psychothérapie de groupe pendant 3 semaines, à une semaine d'une visite de fin de psychothérapie, ce qui correspond à notre T1, et à un mois à une visite de clôture, ce qui correspond à notre T2. Les visites permettent de réaliser un entretien psychothérapeutique basé sur l'entretien orienté solution, ainsi qu'un entretien d'évaluation avec la passation de la CERS qui est un auto-questionnaire, ainsi que la réponse à une échelle subjective numérique évaluant l'estime de soi entre 0 et 10. La visite d'inclusion permet pour chaque participant de formuler un objectif personnalisé et les visites de fin de psychothérapie et de clôture permettent d'évaluer l'évolution de l'estime de soi et de l'objectif personnalisé, ainsi que de recueillir les questionnaires qui permettent d'évaluer notre faisabilité. Et je vais laisser Sonia vous expliquer le programme d'hypnose en lui-même. Bonjour à tous. Donc, le programme se compose de 6 séances d'hypnothérapie en groupe, de 1h30 à 2h, ça dépendait des groupes, à raison de 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Une pratique de l'hypnose est proposée en vue de pratiquer l'auto-hypnose pour augmenter l'amélioration de l'estime de soi. Il s'agit d'un groupe de 6 participants avec au moins 2 praticiens. 3 cahiers nous servent de support afin de permettre la réplicabilité de l'étude. 3 cahiers qui sont un conducteur de séance, un cahier de suivi du participant et un cahier du participant qu'on lui donne lorsqu'on le voit à la visite d'inclusion et qu'il garde avec lui et qu'il ramène à chaque séance. Les séances généralement se déroulent toujours de la même façon. D'abord, on fait un petit tour de table pour voir où ils en sont au niveau de l'estime de soi, savoir s'ils ont pratiqué ou pas l'auto-hypnose et aussi nous revenons sur les tâches thérapeutiques qui ont été demandées lors des séances précédentes. À chaque fois, on explique l'objectif de la séance, comment ça va se passer et la séquence d'hypnose en elle-même peut commencer. Afin de personnaliser la transe hypnotique, les mots des usagers sont réutilisés dans le script. Les 6 séances, donc il y a 6 séances dans ce programme, sont progressives et complémentaires afin que chacun puisse s'approprier et développer ce qui lui convient le mieux pour pratiquer après l'auto-hypnose. Et donc je vais vous présenter les 6 séances du programme.
La première séance, c'est J'existe parmi le monde. L'objectif est de découvrir l'état hypnotique ou de redécouvrir et de développer le sentiment de sécurité en réalisant un ancrage de sécurité en soi et à l'environnement. Et on fait référence aux 5 sens. Le deuxième atelier s'appelle l'atelier du sculpteur. Là, on va développer les capacités de coping, c'est-à-dire les stratégies d'adaptation au stress, via un travail à médiation corporelle. On se concentre sur le corps et comme ça, on laisse la tête tranquille. La séance 3, on va parler d'un souvenir d'un apprentissage réussi, dans le but de développer les sentiments de compétence et de confiance en soi. La séance 4, la réification, c'est apprendre à gérer une émotion via sa transformation en objet imagé. Celle-ci, je vais vous la décrire un petit peu plus. Nous demandons à chaque participant ce qu'il ressent dans son corps quand le problème de manque d'estime de soi vient le voir. Donc on y repère bien cette sensation qu'il a, cette sensation désagréable, il la détaille bien. Qu'est-ce que ça lui fait, cette sensation? Est-ce qu'elle a une forme particulière? Il doit observer ses contours. Est-ce que ces contours sont nets ou un peu flous? Observer sa dimension, son épaisseur, son volume, si elle est superficielle, cette sensation, son épaisseur. Et si elle avait une matière, de quelle matière elle pourrait être, sa consistance, son poids, sa couleur, sa luminosité, sa température, et ainsi de suite. On demande de bien la décrire dans l'objectif de donner un contrôle sur cette sensation. L'objectif est également aussi de la transformer, cette sensation, en faisant intervenir les ressources et les compétences de chacun pour qu'elle devienne de plus en plus confortable. La séance 5, l'équilibre et le mouvement, c'est développer la sensation de stabilité et d'équilibre, ainsi que développer les sentiments d'identité et d'appartenance, la confiance en soi et ses compétences interpersonnelles. Séance 6, cheminement vers l'objectif, qui permet de développer la confiance en sa capacité à se fixer des objectifs et à les réaliser. Et là, un voyage hypnotique dans le temps est alors proposé. Pour ce qui est de la balance bénéfice-risque, donc les bénéfices attendus de ce programme d'hypnothérapie et la pratique de l'auto-hypnose au quotidien, est donc de pouvoir acquérir de nouvelles compétences d'auto-soin, de favoriser les compétences d'adaptation en autonomie et de promouvoir la qualité de vie des participants. Les risques attendus, comme dans toute psychothérapie, sont la fatigue et les débordements émotionnels. Nous allons donc maintenant arriver à la partie résultats. Nous pensions à l'origine que 8 groupes seraient nécessaires pour réaliser cette étude, mais au final, pendant l'été, il y a eu deux groupes avec seulement 5 participants et nous avons dû exclure 4 personnes qui n'ont pas pu réaliser les visites de fin et de clôture, ce qui nous a mené à réaliser un 9e groupe qui est actuellement en cours. Nous avons donc les données de 52 participants pour la visite d'inclusion. Nous en avons 48 pour la visite de fin de psychothérapie à 1 semaine. Ensuite, il y a 3 personnes qui ont interrompu le protocole en lien avec une difficulté avec le programme. Sur ces 3 personnes, 2 personnes ne souhaitaient pas refaire d'auto-hypnose, donc n'ont pas réalisé de visite de clôture, mais il était important pour ces personnes de quand même participer à la visite de fin de psychothérapie, donc nous avons quand même leur donné. Et une personne souhaitait poursuivre la pratique de l'auto-hypnose et a donc répondu à la visite de clôture et a récupéré ses séances plus tard. Donc nous avons 40, je vais pouvoir aujourd'hui vous présenter uniquement les données des 40 participants à T2 car le dernier groupe n'a pas encore réalisé la visite de clôture. Notre étude étant en intention de traiter, je vous présente donc les caractéristiques sociodémographiques des 52 inclusions. Nous pouvons observer que la population est majoritairement féminine, avec 75% de femmes, majoritairement célibataires à 58%, l'âge moyen étant de 35,6 ans. Il y a une erreur sur le diaporama, la part des 18-24 ans correspond à 19%.
Pour ce qui est des diagnostics, donc des troubles dépressifs pour 34% des participants, donc en diagnostic principal, troubles anxieux à 12%, troubles de la personnalité à 19%, troubles neurodéveloppementaux, donc autisme ou TDA à 13%, des troubles du spectre de la schizophrénie à 10%, des troubles bipolaires à 6% et d'autres troubles à 6%. À peu près un tiers des participants à un niveau bac, la majorité à un niveau universitaire, 15% sont en activité, 12% en arrêt de travail et les autres sont soit sans emploi, soit en invalidité. Pour ce qui est de notre objectif principal, nous pouvons observer que la majorité des participants ont présenté une augmentation de leur estime de soi, que ce soit au score de notre échelle CERS ou à l'échelle numérique, donc où ils doivent donner leur estime de soi entre 0 et 10, donc que ce soit à T1 ou à T2. Pour ce qui est de notre objectif secondaire, donc la faisabilité, nous pouvons observer que le taux de participation est à 82%. Donc les notes selon les items de satisfaction allaient de 1 sur 10 à 10 sur 10 avec une satisfaction globale moyenne de 8,25 sur 10. Des nuages de mots ont pu être réalisés à partir des questionnaires recueillant le vécu de chaque participant. 43 personnes pratiquent l'auto-hypnose à une semaine, 30 à 1 mois. 28 personnes ont déclaré des effets indésirables à une semaine, 5 à 1 mois. Et les praticiens ont coché que la séance était bien déroulée pour 53 séances sur 54. Donc pour ce qui est des nuages de mots, donc ce qui ressort en plus grand, c'est lorsque les personnes ont davantage dit ces mots-là. Donc pour les ressentis désagréables, alors le mal correspond aux personnes qui avaient déjà des douleurs physiques, du coup ça les connectait un peu plus à ces douleurs-là, d'où le rapport au corps, donc l'angoisse, les bruits qui ont pu être dérangés par les bruits, par des tensions. Pour les ressentis agréables, il y a le mot relâchement, détente, calme, confiance, relaxation qui ressort en premier. Pour les freins à la pratique, les bruits, la déconcentration, la présence des autres participants ou le fait de le faire en autoguidage sans accompagnement. Et pour ce qui facilite la pratique, le silence, le calme, le fait d'être isolé, la musique, le fait d'être guidé par une voix, l'environnement. Donc nous allons maintenant discuter ces résultats. Donc on peut observer que l'estime de soi a évolué chez la majorité des participants, mais il est encore nécessaire d'attendre les analyses statistiques afin de savoir si nos résultats sont statistiquement significatifs. L'assiduité des participants témoigne d'un bon investissement du programme. Et si on observe les motifs d'interruption du programme, au final, ils sont similaires à ceux qui avaient pu être déclarés par les participants d'un autre programme qui vise à développer l'estime de soi, qui est proposé au C2RL et qui est lui basé sur les TCC. Donc la variabilité dans la satisfaction des participants témoigne de la différence de vécu des participants, ce qui est attendu lorsqu'on propose une psychothérapie, d'où l'importance de proposer une offre de soins variée. Et nous allons utiliser bien sûr les remarques et les suggestions d'amélioration pour ajuster notre programme. Pour ce qui est du vécu de chaque participant, les ressentis concordent également avec ce qui était attendu et nous verrons avec les résultats finaux si nous pouvons associer des ressentis à certains diagnostics. Pareil, pour la pratique de l'auto-hypnose, ça témoigne d'un bon investissement de la pratique et nous pensons que notre questionnaire de pratique permettra de répondre en partie à la question « Qu'est-ce qui fonctionne ? Pour qui et dans quelles circonstances ?» Le fait qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui déclarent des effets indésirables à 1 mois est probablement en lien avec le fait qu'ils ont pu adapter ce qui leur convenait le mieux en auto-hypnose. La plupart des effets indésirables déclarés à une semaine en fait correspondent aux effets indésirables qui ont eu lieu pendant la pratique en groupe. Ensuite, lorsqu'ils ont réutilisé l'outil dans leur pratique en autonomie, ils ont beaucoup moins observé d'effets indésirables. Et nous pensons qu'il est important de retenir les effets indésirables dans l'objectif d'élaborer des recommandations claires sur l'utilisation de l'hypnose selon le contexte. Pour ce qui est du vécu des praticiens, il n'y a pas eu d'éléments non prévus. Nous pensons aussi qu'il est important que pour un programme proposé en psychiatrie, l'encadrement soit réalisé par des praticiens exerçant en psychiatrie, comme le préconise la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. L'hypnopraticien doit avoir les diplômes requis lui permettant d'exercer dans le champ où s'exerce son activité hypnotique. Pour ce qui est des forces et des limites de notre étude, les forces
sont le fait que nous avons un critère de jugement principal pertinent et objectif, la CERS, qui est un outil standardisé, validé et fiable. Notre étude est en prospectif et en intention de traiter. Ce programme psychothérapeutique a permis de renforcer le panel de soins proposés au C2RL et il s'agit d'une étude tout à fait réplicable. Cependant, nous n'avons pas de groupe contrôle, elle est réalisée en petit effectif, ce qui va limiter l'analyse, les analyses en sous-groupe. Elle est de courte durée, le T2 est seulement à 1 mois. Les critères de jugement secondaire sont des outils que nous avons créés nous-mêmes, ils sont donc non valides. Ce sont les mêmes praticiens qui font les visites individuelles et la psychothérapie de groupe, et la généralisation sera limitée par le fait que notre étude soit monocentrique au C2RL et qu'il existe des différences dans les caractéristiques sociodémographiques et médicales des participants de notre étude, de la population du C2RL et des usagers consultants dans les centres de RPS au niveau national. Ce projet est suivi par les autres centres référents de réhabilitation psychosociale via le comité de pilotage de la Réhabase. En fonction des conclusions, ce modèle pourra être répliqué sur le plan national et les résultats permettront de préciser les modalités de réalisation d'études contrôlées randomisées avec de plus grands effectifs, de manière multicentrique et de plus longue durée. Pour conclure, nous avons donc vu l'importance de pouvoir proposer des programmes ciblant l'estime de soi en réhabilitation psychosociale pour favoriser leur établissement et l'intérêt de la pratique de l'auto-hypnose dans l'autonomisation des usagers. Cette étude pilote a permis de renforcer le panel de soins proposés au C2RL en offrant plusieurs choix possibles, ce qui promouvoit l'empowerment, et selon les résultats, nous allons pouvoir répliquer cette étude, ce programme dans d'autres centres afin de diffuser les bonnes pratiques. Et nous allons pouvoir également réaliser une future étude contrôlée, randomisée. Je vous remercie pour votre attention.